Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième conférence du cycle Person of Interest. Alors, je rappelle le principe très simple, c'est 1 heure de conférence tous les mois, avec pour objectif de partager avec les étudiants, les partenaires entreprises, les parents d'élèves, les anciens et les diplômés du pôle universitaire Léonard de Vinci, les expertises des enseignants-chercheurs de l'ESILV, de l'EMLV, de l'IM. Voilà, et puis faire de ce moment un moment intéressant, suivi d'un moment de convivialité, autour d'un apéritif qui vous sera servi à l'issue de la conférence en rue Basse, juste à côté de cet auditorium. Moi, je me présente Benoît Aubert, en charge du développement. Je remercie Sandrine Aigri, qui est juste à mes côtés pour l'organisation de cette soirée, responsable de la relation entreprise. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qui touche aux relations avec les entreprises, le moment de l'apéritif sera dédié, entre autres, à ce temps d'échange. Je voulais aussi signaler la présence de notre président de la Junior Entreprise. Où est-il, Armand? Vous êtes ici, voilà. Donc, pareil, une belle Junior Entreprise. Si certaines entreprises ont besoin d'études diverses et variées, au moment de l'échange, Armand sera là pour répondre à vos questions. Avant de présenter la thématique de ce soir, je souhaitais aussi remercier M. Bruno de Longueuil, qui est ici, de la société Quanco, qui est un partenaire important, notamment sur le thème de recherche qu'on va voir ce soir, à travers une chaire de recherche qui est pilotée par l'ESILV et l'EMLV, et donc qui est possible grâce aux investissements qui ont été réalisés par votre entreprise en partenariat avec nos écoles. Donc merci pour cette marque d'intérêt sur nos expertises. Je ne vais pas parler plus longtemps. Le thème de ce soir, c'est un thème qui est plus que d'actualité, qui est d'un intérêt très très fort pour beaucoup de monde. On en parle dans la presse, dans les entreprises, dans les institutions d'enseignement et de recherche, bien entendu. C'est le thème du big data. Alors souvent avec une critique qui est formulée dans la compréhension qu'on essaie d'avoir du big data, c'est de dire on en parle beaucoup, mais finalement concrètement on voit peu d'applications. Ça reste encore un peu mystérieux. De quoi il s'agit au juste? C'est pour ça que ce soir, nos deux conférenciers, Gaël Charéron, qui est ici, et Jérôme, qui vont se présenter juste après, Jérôme Darounia, vont intervenir sur le big data en pratique, afin d'expliquer et d'illustrer le plus simplement et le plus concrètement possible, sur la base des recherches qui sont effectuées au quotidien à l'ESILV, bien ce que signifie Big Data. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci Benoît. Donc bonsoir à tous. On va vous proposer ce soir un voyage en Big Data. Et je voulais commencer par cette citation. C'était « N'allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace ». On va voir à travers cet exposé qu'on s'intéresse beaucoup aux traces que tout le monde laisse, aux traces volontaires que vous partagez, et on verra comment les réseaux sociaux peuvent nous aider à appréhender en fait la dimension touristique d'un espace. Donc on va déjà commencer par vous dire pourquoi on a décidé d'étudier le tourisme et comment on a fait ça. Et puis dans une seconde partie, on verra tout ce qui est traitement, analyse et les applications qu'on a pu dégager à travers l'étude des réseaux sociaux sur les comportements touristiques. Donc moi je suis Gaël Charéron, je suis professeur titulaire de la chaire Quanco empreinte numérique et j'appartiens aussi à l'équipe Big Data de l'ESILV. Et donc Jérôme Darounia qui est directeur de la formation qui va faire la présentation avec moi. Bonjour. Alors j'interviens ici pas en tant que directeur de la formation mais en tant que chercheur aussi dans l'équipe. Alors manifestement ça c'est bon, ça marche. Alors, première question, on s'est posé, vous pouvez poser, c'est pourquoi étudier le tourisme? Le tourisme aujourd'hui, si on prend la France, c'est un peu plus de 7% du PIB. Donc c'est une part très importante de notre économie. On est le premier rang mondial, des fois le deuxième comme on compte, mais on va dire le premier, soyons un petit peu chauvins. Et puis c'est un peu plus de 80 millions de touristes. Donc c'est 80 millions de personnes qui visitent la France chaque année et qui donc représentent une part du PIB importante. Pour étudier cet enjeu économique fort, on n'a pas beaucoup d'informations. Ce qu'on a comme information, typiquement, c'est les statistiques d'entrée
dans les gares, dans les aéroports, entrée aux douanes. On a aussi des études beaucoup plus qualitatives, des enquêtes. À la sortie d'un musée, on va demander aux gens ce qu'ils ont visité, ce qu'ils vont faire. Tous ces éléments-là, finalement, c'est des enquêtes qui peuvent être riches, mais assez pauvres quand on se pose des questions économiques. Les questions qu'on pose économiques, c'est si on veut faire une stratégie. Comment faire une stratégie avec des informations qui sont finalement assez pauvres par rapport à ça? Si on se pose la question des circulations, où passent les personnes avant, qu'elles vont faire après? Quelles sont leurs motivations? Pourquoi sont-elles venues sur ce lieu? Pourquoi elles sont venues sur ce lieu et qu'est-ce qu'elles ont voulu visiter? Quelles sont leurs motivations? Puis quelque part, quelle est leur satisfaction? Est-ce que finalement ce lieu-là leur a plu? Ou est-ce que celui-là leur a déplu? Et puis s'il leur a déplu, bien sûr, pourquoi? Ces informations-là, on les retrouve très peu dans les statistiques officielles. On les retrouve très peu dans les enquêtes. Par contre, là où on va les retrouver très nombreuses et très riches, c'est sur Internet. Donc, notre idée, c'est de dire on va utiliser Internet, donc les réseaux sociaux, typiquement, comme source d'information pour étudier les pratiques touristiques. Alors, première source qu'on va vous présenter ici, Instagram. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît Instagram. Oui? Bon. Donc, un site de partage de photos. Site de partage de photos, sur Instagram, on partage à peu près tout et n'importe quoi. On peut partager sa nourriture, la photo de son vélo, de sa maison, de son chien, une photo touristique. C'est à peu près toutes les activités du quotidien qu'on peut partager sur Instagram. Deuxième site qu'on va utiliser ici, Panoramio. Je vais tout de suite rapprocher avec Flickr, qui sont, eux, des sites de partage de photos, mais de partage de belles photos. Sur ces sites-là, les gens vont partager des photos vraiment caractéristiques et souvent très esthétiques d'un lieu. Donc c'est vraiment du partage de photos plutôt d'activités touristiques et pas du quotidien. On ne partage pas la photo de son voisin, la photo du chien sur Instagram, sur Panoramio. TripAdvisor, là, je ne vais pas revenir sur ce qu'est TripAdvisor, juste définir un petit point. TripAdvisor, c'est la notation et les commentaires d'hôtels, de restaurants et de sites d'attraction. Donc les musées, les parcs d'attraction, tous les éléments pour le tourisme sont aussi notés sur TripAdvisor. Et puis un petit dernier, Airbnb, qu'on voit souvent dans la presse actuellement. Donc Airbnb qui est un site donc, de partage d'appartements et de logements. On y reviendra un peu plus tard sur pourquoi on a mis Airbnb. Alors sur tous ces sites, qu'est-ce qu'on retrouve comme information? Alors sur tous ces sites, on retrouve comme ma zapette ne marche pas très bien, je suis désolé. Sur tous ces sites, qu'est-ce qu'on retrouve comme information? On va notamment retrouver pour toutes les photos leur localisation. Où elles ont été prises, données GPS, donc c'est très précis. C'est à quelques mètres près. On va retrouver quand a été prise la photo, une date et une heure. La plupart des photos qu'on va utiliser ici ou des commentaires ont été faites à partir d'un téléphone. Donc la date et l'heure sont extrêmement précises et justes. On va retrouver aussi, pour chaque utilisateur, sa ville ou son pays d'origine, donc d'où il vient, son groupe, à qui il appartient, à quelle catégorie de personnes il appartient. Et puis sur deux sites, on va retrouver aussi l'âge et le genre, le sexe et la catégorie d'âge. Notamment TripAdvisor, vous pouvez savoir si c'est une ménagère de plus de 50 ans ou un homme de 20 ans, typiquement. Alors nos sources de travail, pour un petit peu de détails, ça représente 230 millions de personnes, donc 230 millions d'utilisateurs sur nos bases de données aujourd'hui. 1,5 milliard de photographies. Donc sur chaque photo, il n'y a pas qu'une position, il y a la donnée, la photo, il y a des tags, une date, une heure, une position. On va retrouver aussi le type d'appareil photo, on va retrouver plein d'informations, qui l'a faite, la photo, toutes ces informations-là. On a 115 millions de micro-récits. Donc nous, on appelle ça des micro-récits. Donc quand vous postez un commentaire sur TripAdvisor, sur un restaurant, c'est bien votre expérience que vous relatez. C'est pour ça que nous, on appelle ça un micro-récit et pas simplement une note. TripAdvisor, c'est beaucoup plus riche qu'une note. Généralement, vous ne vous contentez pas de mettre seulement une note, vous voulez raconter une histoire et vous voulez partager cette expérience. Et c'est encore plus sensible sur des musées, sur des expositions que vous avez vues, où là, vous voulez vraiment partager quelque chose. Donc, ce n'est pas seulement la note.
Et puis d'autres sources, hotel.com, qui est un site de notation d'hôtels, et puis Airbnb, qui est une source qu'on reviendra aussi un peu plus tard. Alors, aujourd'hui, on a parlé de Big Data en pratique. Qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans notre approche? Je pense que sur le volume, avec les données qu'on vient de vous donner, vous êtes à peu près persuadé qu'on est confronté à du volume. On est à plusieurs milliards d'informations. On va parler de vélocité. Instagram, c'est plusieurs centaines de milliers d'images supplémentaires à la minute. Donc c'est énormément d'informations qui arrivent en temps réel, qu'il faut savoir traiter et analyser, souvent un flux très véloce. La variété, on parle d'images, de micro-récits, il y a des tas de langues, des tas de photos, il y a des tas de données différentes. Même quand on parle d'images, quand on est sur Instagram ou Flickr, on n'est pas du tout sur les mêmes finalement récits. L'image n'a pas le même sens quand on la poste. Donc c'est vraiment une très grande variété d'informations. Dernier point avant, c'est la véracité. On nous pose toujours la question, oui, sur TripAdvisor, des hôtels ou des restaurants payent des sociétés pour poster des avis. Oui, c'est la question de la véracité est toujours au cœur de notre travail. Quelque part, on travaille sur des statistiques de grand nombre, on a vraiment beaucoup d'informations. Ces sites-là, on le voit nous régulièrement, font du ménage sur leur site, donc ils suppriment les commentaires qui sont frauduleux, avec plus ou moins de temps, certains du jour au lendemain, d'autres ça prend quelques semaines. Mais la question de la véracité et du biais, c'est vraiment une question importante qui fait partie intrinsèque de notre méthodologie que Gaël va présenter juste après. Et puis la valeur, c'est le 5e V. Là, on parle souvent des V du Big Data, 3, 4, 5. Nous, on aime bien parler de 5 V, volume, vélocité, variété et véracité. Et le 5e V, parce que les 4 V ne sont rien sans celui-là, c'est la valeur. Quelle valeur on peut donner à nos données, quelque part? C'est toutes nos approches, si elles n'ajoutent pas de la valeur au domaine concerné, donc le tourisme, elles ne servent à rien. C'est juste des belles cartes. Là, notre question qu'on s'est toujours posée, c'est donner de la valeur à notre travail. Et pour construire cette valeur pour nos données, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à des problématiques qui étaient pluridisciplinaires. Parce que déjà, on touche à ce qu'on appelle l'espace public du net. Qu'est-ce que c'est que l'espace public? C'est les commentaires que vous acceptez de partager. On ne va pas chercher à être votre ami sur Facebook pour vous prendre des informations. On ne prend que les données que vous acceptez de partager, que ce que vous voulez partager avec les gens. Donc c'est pour ça qu'on parle d'espace public du net. Et il y a toujours un traitement des données qui permet aussi de les rendre anonymes. Ça ne nous intéresse pas de suivre une personne. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que font les Américains qui viennent à Paris. Mais ce n'est pas ce que fait un Américain qui vient à Paris. Donc il y a toujours une phase pour rendre les données anonymes et toujours se concentrer sur les données qui sont partagées volontairement. Ne pas aller voler de la donnée, mais prendre que de la donnée publique. Donc ça, évidemment, ça donne des problèmes scientifiques et techniques. Il y a des millions de photos, comment on les récupère, comment je les nettoie, comment je fais attention que les gens aient bien posté au bon endroit. Donc même si c'est des téléphones portables, des fois c'est des appareils photo. Quand vous voyagez, vous réglez l'horloge de votre téléphone, elle se règle tout seul. Hop, vous descendez de l'avion, votre téléphone se règle. Vous ne réglez jamais votre appareil photo. Donc on aura toujours un décalage de l'heure sur les photos qui sont prises avec un appareil photo. Donc comment je vais pouvoir nettoyer ces données-là? Et évidemment, l'un des problèmes essentiels, c'est la pertinence. Est-ce que les données qu'on a récupérées ont réellement un sens? Ou est-ce qu'on a juste fait mumuse avec des données qu'on a récupérées sur Internet, mais qu'elles n'ont aucun sens après? Donc comment on va vérifier que nos données ont du sens? Donc pour ça, on a une équipe plutôt informatique qu'on retrouve à l'ESILV. Vous allez retrouver des gens qui sont plus dans les statistiques, d'autres personnes qui vont être dans la modélisation de connaissances. On a une doctorante qui fait un doctorat de géographie qui est plus sur les imaginaires. Mais on avait besoin aussi d'associer cette équipe-là avec des gens qui venaient d'autres horizons. Donc on travaille aussi avec Saskia Cousin, qui est anthropologue à Paris Descartes, et avec Sébastien Jacot et Maria Gravari-Barbas, qui sont enseignants-chercheurs à la Sorbonne, dans une équipe de recherche sur le tourisme. Donc l'association de nos compétences en informatique, en visualisation statistique, avec des spécialistes du tourisme, nous permet de savoir si nos données sont pertinentes ou pas. Donc d'avoir une approche pluridisciplinaire. Un autre point qu'on voulait aborder, c'était les technologies. On a essayé d'axer la présentation de ce soir sur des résultats, sur ce qu'on a pu montrer, sur les outils qu'on a pu développer. Ça, c'est tous des technos qu'on utilise
à différents endroits du process, aussi bien des bases de données que des bases de données géographiques, des outils pro de visualisation, et aussi on a des codes qu'on développe nous-mêmes. Mais donc pour évacuer la question technique, on pourra revenir là-dessus à la fin de la présentation, si vous voulez parler techno. Donc maintenant c'est bien bon, on vous a présenté l'équipe, on vous a présenté notre savoir-faire, quels résultats on a obtenus. Donc là on va vous présenter quelques vues de la Terre, vues des réseaux sociaux. Donc cette carte-là, en fait, on a pris une page blanche, et puis on a dessiné les points qu'avaient photographiés les gens. Juste des points photos. Il n'y a pas de dessin de frontières, il n'y a rien. J'ai juste posé tous les petits points photos. C'est une carte qu'on a présentée en 2010. Et vous voyez, ça nous dessine tout l'archipel des îles grecques, des îles espagnoles. Là, on voit la vallée de la Loire, la vallée du Rhône, les espaces de peuplement de l'Europe. Et on a comme ça le dessin de l'Europe qui se fait petit à petit en rajoutant de l'information. Si maintenant je prends les données TripAdvisor, voilà, ça c'était TripAdvisor en 2001, c'est tous les commentaires. Donc avec un bon vidéoprojecteur, vous devez discerner 2-3 tâches. Voilà, les petites tâches, ça c'était 2001. Déjà 2002, ça commençait à être plus intéressant. On voit les États-Unis, la côte Est qui émergent, un peu des Caraïbes, puis l'Europe, la Grande-Bretagne, la France. Ouais, nous on sait où c'est, donc c'est plus facile à voir. Donc maintenant on va laisser passer un peu le temps. Voilà, on arrive en 2007. Là on a vraiment le dessin, ça y est, on voit parfaitement les États-Unis, on voit les Caraïbes, Hawaï, l'Europe s'est dessinée, on a déjà les châteaux de la Loire qui ont commencé à se dessiner comme zone touristique. C'est vrai qu'on remarque toujours que de ce côté-là, l'Asie, c'est un peu maigre. Donc hop, on laisse passer, voilà 2010. Et là 2010, on a vu le Japon et la Chine, l'Inde qui émergent. Donc vous voyez petit à petit le réseau social, comment c'est construit, comment s'est développé TripAdvisor. Maintenant, après, il faudra aller voir, est-ce que les gens qui postent là sont des locaux, est-ce que c'est des gens qui voyagent. Après, c'est fonction de chaque pays. Après, ça, c'est des statistiques qu'on a aussi. Et si maintenant je pousse jusqu'en 2014, voilà. Fin 2014, voilà ce que ça donnait. On voit bien l'Australie, on voit bien le Japon, on voit la Corée du Sud. Bon, la Corée du Nord, c'est moins bon. Et on va commencer l'Amérique du Sud, le Brésil. Si on prend les Brésiliens, il y a plus de 90% des commentaires au Brésil qui sont postés par des Brésiliens. C'est un marché intérieur qui se développe. Donc on a tous le monde comme ça qui peu à peu se dessine. L'Afrique reste encore timide, mais on commence à voir apparaître en fait des commentaires dans ces zones-là. Savez-vous quel pays est sur la carte là? Bon, on doit avoir 2 Suisses. Donc là, nous avons la Suisse. Vous l'avez tous reconnu? Maintenant que c'est clair, on vous le donne. Alors pourquoi la Suisse? C'est un des premiers résultats qu'on avait obtenus à partir des données de Flickr. La Suisse, on l'a sélectionnée parce que les données officielles disponibles par l'État suisse sont très précises. Pour chaque canton, elle nous donne une information très précise sur le nombre de visiteurs, la répartition par pays, la répartition par année. Et on a pris finalement la Suisse comme étalon pour nous permettre de vérifier que les données qu'on pouvait extraire de ces sites-là étaient corrélées avec la réalité terrain. Donc après, bon, l'étude, on ne va pas vous donner une corrélation, une statistique, on va vous éviter cette partie mathématique. Mais les résultats qu'on a obtenus, c'est que on doit considérer que ces sites-là, finalement, nous donnent une information très précise, la même hiérarchie que la Suisse. Là où on voit, nous, plus de Français, la Suisse aussi, les statistiques nous donnent plus de Français, puis l'ordre est la même après sur les Allemands, les Italiens, les autres pays. Donc ça nous a donné une information supplémentaire qui était que nos résultats avaient de la valeur par rapport aux statistiques officielles. Et puis pourquoi la Suisse ici? Eh ben, on a décidé de prendre, vous savez, il y a 4 langues en Suisse. Les Français vont principalement dans la partie francophone. Donc là, vous voyez les Français en vert. Vous voyez la Squadra Azzurra qui est en bas ici, qui est en bleu. Vous voyez les Allemands qui sont en rouge, ici, qui se dispersent un petit peu. Et puis la couleur violette, des personnes qui vont partout, c'est les Américains. Les Américains, la langue, ça ne les concerne pas finalement en Suisse. Ils vont partout, il y a des belles choses à voir. Donc ils parcourent quasiment toute la Suisse. On retrouve par exemple ici une précision des vallées. En plein milieu de la zone italienne, on retrouve des vallées allemandes. Là, c'est vrai, c'est très fréquenté. C'est des vallées très riches qui sont fréquentées principalement par des Allemands.
Et on retrouve typiquement sur Flickr aussi une surfréquentation des Allemands sur ces zones-là. Voilà. Alors, le résultat de cette étude nous a dit, ben voilà, on sait que les données sont justes, on sait qu'elles nous donnent une information riche. Bon, Descartes, vous en avez vu, on s'est dit, ben, l'étape d'après, c'est de mettre quand même un petit peu d'intelligence dans tout ça, d'aller un petit peu plus loin. Et l'étape d'après, on s'est dit, on va travailler sur les densités des photos. Alors là, on va reprendre Paris. Donc là, vous voyez l'ensemble des points photos sur Paris. Alors le bois de Vincennes est dans Paris. Hein. Bois de Boulogne aussi. Bois de Boulogne aussi. Voilà. Donc ça, c'est Paris, c'est l'ensemble des points photos Flickr. Vous allez dire, c'est pas très exploitable. Alors, on peut très facilement mettre un petit algorithme de densité, c'est-à-dire qu'il va extraire les points, les pics, et puis du coup un petit peu effacer les creux. Et donc on arrive sur une carte comme ça, où on va retrouver tous les points hauts de la capitale. Donc là, vous voyez très bien le Marais, les Champs-Élysées, l'Étoile, et puis après la Tour Eiffel, y compris même les cimetières et Montmartre. Donc on retrouve aussi toutes les places. Ça, c'est une carte intéressante. Si on va un peu plus loin, on se dit, voilà, si on est sur les Champs-Élysées, jusqu'où un site comme les Champs-Élysées va diffuser autour de lui? Question qu'on peut se poser, voilà, c'est cette carte-là, donc c'est un petit peu, c'est très jaune. En jaune, on met la diffusion. Donc en rouge, vous avez les pics, et puis en jaune, vous avez la diffusion d'un pic autour de lui. Alors typiquement ici, on voit les diffusions autour de grands sites. Et puis si on se concentre un petit peu sur notamment les Champs et la Tour Eiffel, on voit que la Tour Eiffel, Trocadéro, Champ de Mars, ce sont des sites qui diffusent beaucoup. Donc les touristes vont aller sur les côtés, vont aller dans les commerces, vont aller dans les rues sur les côtés, prendre des photos. Et puis si on prend les Champs, tout en haut, eh ben, ça ne diffuse pas les Champs. Les gens restent sur les Champs, traversent, marchent sur les Champs, et ne vont pas finalement sur les côtés. Le tourisme va très peu sur les côtés. Et si vous êtes parisien et vous allez souvent sur les Champs, vous vous rendez compte que ça va très peu en largeur, les Champs. Le touriste reste vraiment au centre, sur les magasins qui lui sont dédiés notamment. Alors, on va prendre un petit peu d'auteur, on va sortir de Paris, on va prendre la France complète. On va prendre TripAdvisor, qui est donc un site qui nous permet d'avoir des informations sur les profils des personnes. Typiquement, on peut avoir la nationalité d'une personne. Donc on peut faire des cartes, excusez-moi, coup d'avant, voilà. On va prendre une carte et on va, pour chaque commune, on va dessiner plus ou moins chaud, donc là les couleurs chaudes, quand il y a une majorité de touristes étrangers qui ont posté. Donc là c'est la carte que vous avez ici. Et puis une deuxième carte qui vous donne la majorité quand c'est des Français, donc c'est les couleurs plus froides, donc le bleu et le vert, commune avec une majorité de commentaires par des Français. Donc là, ça nous permet d'analyser voilà, la France, on pourrait analyser n'importe quelle échelle, une région selon la nationalité de ses visiteurs. Alors si on cumule le tout, vous allez voir, voilà, donc, alors, nous avec Gaël, on arrive à lire ça, je pense que vous, c'est un peu plus dur. Fort possible. Est-ce que vous avez vu que les Alpes du Sud sont très françaises et les Alpes du Nord sont très... Pas étrangères. Peut-être pas allemandes, étrangères. Vous voyez apparaître dans les trous, attendez, hop, voilà. Si je vous montre la carte France et l'autre après, vous voyez apparaître sur les Alpes des communes avec une énorme fréquentation étrangère. On retrouve un petit peu, si je prends la Gironde et le bassin d'Arcachon à gauche, on retrouve des lieux très français avec des visites de francophones. Donc on peut repérer comme ça toutes les zones où on va trouver une majorité de Français, notamment le centre de la France, et puis les zones où on va retrouver plutôt d'étrangers. Et on peut faire le même travail, non plus selon la nationalité, mais selon l'âge. Là, je pense qu'il y a pas mal de jeunes dans l'amphi. Où est-ce qu'il ne faut pas aller? Manifestement, c'est dans les bleus. Donc, voilà, les plus de 50 ans sont dans les bleus. C'est principalement le centre de la France. On va retrouver beaucoup plus de jeunes là où on skie, là où on surfe et là où on se baigne. Hein. On va retrouver les plages à gauche, les Alpes. Donc là où on va retrouver une population beaucoup plus jeune. Donc il y a à peu près 7 ans d'écart entre la région de Chamonix et le Limousin.
Voilà, donc c'est information intéressante. Donc ça permet vraiment d'avoir une analyse profilée selon l'âge, le sexe aussi, et puis le pays d'origine. Voilà. Ah, là c'est une petite histoire avec Gaël. Il y a un peu plus d'1 an et demi, on voulait aller à Barcelone, et Gaël m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on mange et où? Enfin, qu'est-ce qu'on boit aussi? Voilà. On ne vous dira pas ce qu'on a fait, mais on a pris du bon temps. Donc là, on s'est dit, voilà, on va utiliser Instagram. Beaucoup de gens partagent à peu près tout sur Instagram, dont notamment des photos de nourriture. Et ces photos de nourriture, ils les partagent avec des tags. Donc ils vont dire ici, tapas, fruits de mer, bière. Et puis on s'est dit, voilà, à Barcelone, est-ce que finalement on peut segmenter la ville en fonction de ses habitudes alimentaires? À Barcelone, on mange le tapas dans la partie jaune. Vous voyez, plus c'est intense, plus il y a de mots-clés tapas qui ressort sur Instagram. Là, les fruits de mer, c'est très localisé, sur un point particulier. Et puis on va retrouver la bière, aussi un peu la même zone, toujours au centre, et puis une zone décalée. Alors j'avais un étudiant espagnol sous la main il y a quelques mois, je lui ai posé la question. Il m'a répondu que dans ce coin-là, il y a pas mal de bars pour regarder les matchs de foot. Mais seulement en Espagne, quand on regarde les matchs de foot, on boit de la bière. Et puis, bon, voilà. Là maintenant, une petite aparté, c'est comment la data va nous donner une information, finalement, à l'opposé de ce que tous les journalistes vous disent. Même sur les journalistes viennent nous voir, ils ne veulent pas nous écouter. Là, en fait, c'est sur une étude sur Airbnb qu'on a fait sur les 6 derniers mois, entre juillet 2015 et janvier 2016. On nous dit que Airbnb, c'est un problème pour les grandes villes, ça change le marché des grandes villes, pour la location d'appartements. Si je regarde sur 6 mois, en France, il y a 15% de logements en plus, et à Paris, ça a baissé de 0,3%. Alors c'est vrai que c'est peut-être un problème pour les grandes villes, mais c'est aussi un problème pour le reste de la France. Parce que si je regarde, en fait, sur les 200 000 logements proposés par Airbnb, j'en ai 75% qui sont hors Paris-Lyon-Marseille. Donc c'est un phénomène qui est beaucoup plus général que ça et qui n'est pas un phénomène en fait concentré sur les grandes villes. Si on prend, ça c'est une carte de France qui montre les communes où il y a eu des changements, une évolution en fait sur le nombre de logements Airbnb. Et on regarde que c'est diffusé sur toute la France et plutôt moins sur Paris, sur Lyon et sur Marseille, qui arrivent déjà à saturation, alors qu'il y a un développement de logements de Airbnb sur le reste de la France. Donc même si les journalistes se concentrent sur les multipropriétaires à Paris, la vérité est plus impressionnante que ça. Il y a d'autres modes d'évolution de la location et ça touche en fait toute la France. Donc l'idée d'Airbnb, c'était aussi de s'intéresser au logement, mais ça va être aussi de s'intéresser aux gens qui ont posté des commentaires, d'où ils viennent, combien de temps ils sont restés, où est-ce qu'ils sont allés après, et de voir ce qu'on peut faire avec ces données-là. Donc Airbnb est notre nouveau terrain de jeu. Donc là, je vous ai parlé des cartes et je commence à vous parler des circulations. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'a fait un touriste. Savoir où il a été, où il est arrivé, c'est bien beau, mais savoir quel chemin il a fait dans une ville, dans une région, c'est là qu'on peut avoir une valeur ajoutée. Donc comment on fait ça? Là, on a décidé d'analyser l'espace Île-de-France sans Paris. C'est vrai que si on laisse Paris, ça nous aveugle complètement et puis on voit qu'une densité sur Paris. Donc ce qui nous intéressait, c'est de savoir est-ce que les gens qui viennent en Île-de-France font, comme on nous dit, ne reste qu'à Marne-la-Vallée, que chez Mickey, ou est-ce qu'ils vont promener ailleurs? Donc comment on a fait ça? On a extrait tous les points photos, comme on vous avait montré Paris tout à l'heure. Là, c'est des points, en fait, l'espace est photographié un peu partout. Mais ça, c'est quasiment inexploitable. Ce qu'il faut, c'est réussir à extraire les zones où on a des fortes concentrations de touristes. Donc on a des algos de détection automatique de ces zones. Et là, vous voyez, ça m'a segmenté l'espace. Ça m'a segmenté Marne-la-Vallée, les aéroports, la Défense, Versailles. Enfin, on retrouve toutes ces régions-là cohérentes autour de Paris. Donc on s'est intéressé à savoir, est-ce que les gens qui ont fait une photo dans une zone en ont fait dans une autre? Donc voilà, ça nous donne une très jolie matrice, très facile à lire. Donc nous, ça nous a beaucoup amusé, nous on comprend à peu près ce que veulent dire les chiffres, mais nos collègues anthropologues et géographes préfèrent cette vision-là, où là vous avez en fait, fonction des zones. Là par exemple, je sais qu'il y a 11% des gens qui ont posté une photo chez Disney, qui en ont posté une à Versailles.
alors que la liaison dans l'autre sens, je n'ai que 3,6% des gens qui ont posté une photo à Versailles, qui en ont posté une à Euro Disney. Par contre, on voit par exemple de très fortes connexions entre la Défense et Versailles. Évidemment, il y a une ligne directe. Donc c'est assez cohérent que des gens qui postent des photos à la Défense en postent aussi à Versailles et réciproquement. Donc ça nous renseigne aussi sur les circulations. On pourrait aussi regarder dans quel ordre ces sites-là sont visités. Ça ouvre de nouvelles perspectives qui peuvent aider les tour opérateurs à proposer des circuits. Parce que ça, on l'a fait pour tout le monde. Mais rien ne nous empêche de faire ça que pour les Américains, que pour les Espagnols, et ainsi de suite. Donc d'avoir une analyse comme ça des circulations dans un espace. Cette circulation, là, on l'a fait au niveau de la région Île-de-France, mais on peut aussi la faire de manière beaucoup plus précise. Donc là, sur la carte, on vous a mis Versailles, qui est un site important autour de Paris. Et donc, on peut faire une analyse multi-échelle. Alors, juste une petite définition du mot multi-échelle. Multi-échelle, c'est la capacité à travailler, quelle que soit la zone d'étude, qu'elle soit très grande, l'Europe, la France, une région, et puis au final, très précise. Et là, on s'est concentré sur une zone qui finalement est assez petite, voilà, qui est le château de Versailles, et plus exactement, le parc du château de Versailles. Donc on a concentré notre étude sur cette zone-là, donc le parc. Vous l'avez tous visité, le parc? Oui, bon. Donc vous avez tous eu la brochure, à droite. Est-ce que vous l'avez suivi? Bon. La plupart des gens le font, notamment les étrangers. Ils sont souvent très pressés, un quart de japonais, il s'arrête, il a une demi-heure, tac, 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 on suit la brochure, on fait les 4 photos et on revient. Ça, on va le repérer grâce à nos données. Grâce aux données de Flickr et d'Instagram, on peut repérer finalement des comportements très typiques. On va repérer des comportements d'étrangers qui arrivent en masse, donc ils font un point, ils traversent le château, ils font le parc, ils s'arrêtent à 3-4 endroits. Et puis d'autres, typiquement les Français, on a retrouvé un peu les Latins aussi, qui ont tendance un tout petit peu plus à déambuler dans le parc et aller voir des zones un petit peu sur les côtés, aller prendre des photos un petit peu différentes. C'est toujours le côté touriste. Moi, je ne vais pas faire la photo du voisin. Et là, au parc de Versailles, on a beaucoup d'endroits qui sont encore assez méconnus. De ces informations, donc là, vous retrouvez à gauche le cheminement en fait qu'on a pu reconstruire. Donc, on a reconstruit l'ensemble des routes. Donc, on prend l'ensemble des points photos et on a un algorithme qui nous permet de reconstruire les routes principales qui ont été prises par les touristes. Donc en fonction des densités, on dit voilà, il est passé à cet endroit-là, il est passé à cet endroit-là. Donc il a dû faire ce chemin entre les deux. Donc on a un algorithme, un petit peu de logique floue dedans, qui nous permet d'obtenir des routes principales et puis des routes, on va dire, plus atypiques. Et puis on s'est concentré en se disant, voilà, on va regarder un peu ce que les touristes regardent aussi. Pourquoi? Parce qu'on prend en photo généralement ce qu'on est venu voir. Donc ce que vous allez prendre en photo et poster, ça indique 2 choses. La motivation, pourquoi on est venu sur ce site-là, et puis la satisfaction. Ah, c'est beau, je vais le prendre et le partager. Et ces 2 éléments-là, on va les retrouver grâce aux images que les gens partagent. Donc le long du chemin typique, là vous avez le chemin typique dans le vue de haut du château de Versailles, on a pu repérer 5 points qui sont très précis, qui sont vraiment les pics là où les gens s'arrêtent pour faire la photo. Et sur ces 5 points, on a utilisé un algorithme de traitement d'images pour extraire les images qui sont les plus représentatives de chaque point. Et on va retrouver typiquement la vue du château, la vue du des bassins, la vue des bassins, voilà, jusqu'au petit Trianon tout en haut. Il y a vraiment 5 endroits où les gens s'arrêtent et les gens font une photo typique. C'est vraiment très typique de Versailles. Et les 3/4 des gens font le même chemin et les mêmes photos. Ils sont venus pour ça. Voilà. Alors, on va reprendre un peu de hauteur. Ouais, je dirais presque que Gaël va essayer de vous donner mal à la tête dans quelques secondes, avec une carte un petit peu plus sur des liens. Donc là, l'idée, en fait, là, on vous a montré des cartes jusque-là, et on s'est intéressé, quand vous prenez les avis dans TripAdvisor, donc il y a des avis sur des restaurants qui peuvent être assez brefs. Puis après, on s'est intéressé à des avis sur ce qu'ils appellent les activités. Donc les activités, comme on disait, ça peut être un musée, la visite d'une exposition.
Mais ça peut aussi être la visite d'un lieu de mémoire. Donc avec le centenaire de la Grande Guerre, on s'est intéressé en fait à regarder comment les gens parlaient des lieux de mémoire sur TripAdvisor. Et qu'est-ce qu'on pouvait déduire du discours de ces gens-là. Donc on a fait un graphe. Donc un graphe, en fait, ça explique les connexions entre différents lieux. Donc vous avez des cercles qui représentent en fait les différents sites. Et la grosseur du cercle est proportionnelle en fait au nombre d'avis que vous avez dans ce site-là. Et en plus, vous avez des arêtes, des liens qui vous lient plusieurs sites. Et là, ça veut dire que des personnes ont posté un commentaire sur ce site-là et sur celui-ci. Et l'épaisseur du trait est proportionnelle au nombre d'avis. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, il y avait un postulat, en fait, que la mémoire peut être transnationale. Si vous regardez, en fait, ces sites-là, ils ne sont pas tous en France. On a des sites au nord de la France et on a des sites en Flandre. Donc, on a des sites qui arrivent à passer cette barrière nationale. Vous voyez, des couleurs, en fait, c'est des communautés. C'est des gens qui ont eu les mêmes pratiques. On voit aussi le cas de Verdun, qui est un site à part. Et là, vous avez aussi tous les sites, en fait, plage du débarquement, qui aussi font une communauté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a essayé de projeter ces sites-là par rapport à tous les sites de mémoire mondiaux, enfin, un certain nombre de sites de mémoire mondiaux. Et vous voyez, on voit des connexions entre ces sites-là. Donc vous allez voir des gens qui, en fait, il y a une forme de tourisme, qui est ce tourisme de mémoire, et des gens qui vont faire des dizaines de milliers de kilomètres pour parcourir différents sites de mémoire. Vous allez trouver des gens qui ont commenté les plages du débarquement, mais aussi le cimetière américain d'Arlington, ou encore Hiroshima. Donc on a des pratiques comme ça, et l'idée c'était d'étudier en fait ces gens-là et de voir comment étaient connectées toutes ces communautés-là. Parce qu'on va retrouver, si vous allez en Normandie, vous allez trouver en fait des lieux qui sont purement dédiés aux Canadiens, avec des chambres d'hôtes pour les Canadiens, avec des bars pour les Canadiens, et il y a vraiment comme ça des mémoires qui ne sont pas partagées. C'était de voir aussi si à travers les réseaux sociaux, on arrivait à voir que c'était partagé ou que ça ne l'était pas. Donc c'était l'idée de la construction de ce schéma-là. Donc bon, là, on vous a présenté en fait tout ce qu'on, enfin, une partie de ce qu'on savait faire, mais l'idée, c'est qu'on a développé un outil, une plateforme, qui permet d'extraire automatiquement toutes ces informations-là sur un site donné. Donc c'était de développer un outil qui permettait de faire des enquêtes. On va parler, nous, de requêtes, puisqu'on part d'une base de données et qu'on n'est pas sur de l'enquête terrain. Donc, c'est des requêtes sur des nouveaux espaces à explorer. Donc, qu'est-ce que ça va nous apporter? C'était cette idée de questionner les données autrement. La plupart des gens qui gèrent un hôtel vont juste aller voir les données sur TripAdvisor, la note qu'ils ont. Mais ils ne vont pas regarder la note du village, la note de l'attraction à côté, comment ça évolue. C'était d'avoir quelque chose qui permettait d'agréger toutes ces données-là pour donner une vision plus globale de la zone, qui permettait de connaître son territoire et pas seulement de connaître son hôtel, son camping, mais de l'insérer dans quelque chose de plus global. Mais aussi de découvrir de nouveaux espaces. L'un des gros problèmes de l'Office du tourisme de Paris, c'est que les sites principaux sont saturés. Qu'est-ce que je vais faire aux gens maintenant? Où est-ce que je les oriente? Est-ce que si je regardais sur les réseaux sociaux des nouveaux sites qui émergent, ça pourrait pas être intéressant pour diversifier mon offre? Surtout qu'on sait qu'Instagram va être plus fréquenté par des jeunes. Si j'ai des nouveaux spots dans une ville, je peux peut-être les mettre en valeur aussi. Et attirer comme ça de nouveaux tourismes, mais décharger un peu mes sites principaux. Et l'idée, évidemment, c'est d'enrichir les enquêtes. Si je connais mieux les gens et les circulations, je pourrais faire des enquêtes aussi qui sont plus efficaces pour améliorer mon accueil, pour améliorer mes circulations. Donc l'outil qu'on a mis en ligne, là c'est par exemple un exemple sur le Mont-Saint-Michel. Donc là c'est juste sur les commentaires. Donc déjà on récupère les commentaires, on détecte les langues automatiquement. Et puis après avec des outils de traitement de texte, d'analyse de texte automatique, on va essayer d'extraire les mots les plus représentatifs. Ce qui est rassurant, c'est que pour les Américains, ils considèrent bien le Mont-Saint-Michel comme une église, puisque ça tourne autour de l'église, cathédrale, abbaye. Bon, ils ne sont pas très précis, mais enfin bon, ils ont compris globalement ce qu'était le Mont-Saint-Michel. Par contre, si maintenant je pousse un peu plus loin l'analyse, là je me rends compte aussi qu'ils ont compris que c'était un attrape-touriste. Parce que quand j'ai Tourist Trap, que j'ai Shop, que j'ai tout ça, je me rends compte aussi qu'on a peut-être mis en danger aussi l'image authentique du Mont-Saint-Michel. On allait jusqu'à analyser des commentaires. On a trouvé une vingtaine de commentaires qui comparaient le Mont-Saint-Michel au château de Disney, Euro Disney, en pensant que c'était construit à peu près à la même époque, qui n'ont pas fait la différence entre un parc d'attractions et un patrimoine classé. Donc il y a aussi cette mise en danger des sites. Par contre, ce qui était intéressant aussi, c'était qu'on s'était questionné sur, pour un Américain, est-ce que c'est loin? Ben non, c'est une visite à la journée. Si je vous dis, si on allait faire un tour au Mont-Saint-Michel, vous allez me dire, bon, allez, on va aller passer 2 jours, on prend notre temps.
Non, pour un Américain, il part le matin, il prend le train, il va voir le Mont-Saint-Michel, il revient. Donc c'est une excursion qu'on peut proposer. Si je tiens un hôtel à Paris, je peux dire aux gens, ah, si vous allez voir le Mont-Saint-Michel, pour eux c'est une excursion à la journée. D'un autre côté, quand on s'est tapé 6000 km ou 10 heures d'avion, c'est vrai que de prendre le train pour aller voir le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas loin. Mais c'est vrai qu'il faut repenser l'espace. La plupart des gens vont considérer que Paris, quand on est parisien, c'est à l'intérieur du périphérique. Pour un Américain, ça ne le gêne pas du tout de dépasser le périphérique et d'aller loin. Et maintenant, avec le TGV, vous pouvez aller dans le sud de la France, vous pouvez faire des voyages, des attractions à la journée qui sont bien plus éloignées que ça. Donc là, c'est un outil qu'on a sur le site web, qui est utilisé généralement par des étudiants, des professionnels du tourisme, qui permet donc d'analyser automatiquement un site. Là, j'ai pris l'exemple du 4e arrondissement. On a tout d'abord tout ce qui est visualisation interactive. Vous pouvez choisir d'afficher toutes les attractions, tous les hôtels, de filtrer ceux qui ont un certain nombre d'avis, de filtrer que ceux où j'ai un certain pourcentage d'Américains, d'avoir des filtres comme ça sur les hôtels, et après d'avoir des profils. Là, sur le 4e arrondissement, j'ai à peu près 50-50 en pourcentage de commentaires par des hommes et des femmes, plutôt dans une tranche 35-49. Et ça, c'est toutes des statistiques qu'on peut ramener à la population globale des gens sur TripAdvisor. Et aussi, on peut comparer deux quartiers. Ce n'est pas forcément la valeur absolue qui est importante, c'est comment ce quartier se positionne par rapport à un autre quartier. Parce que j'aurai le même échantillon si je compare deux quartiers. Après, je peux faire une analyse aussi sur la saisonnalité. On nous le dit souvent, mais vous voyez, à Paris, le tourisme est à peu près constant. Il n'y a pas de saison creuse, il n'y a pas de haute saison. Sur un quartier comme le 4e arrondissement, la fréquentation est quasi constante. Bon, et là, il y a la progression depuis 2002 jusqu'à 2014. Ce n'est pas forcément la progression en fait, du nombre de gens qui viennent. Il faut voir que les progressions qu'on voit là en dessous, c'est principalement la progression intrinsèque du site web TripAdvisor ou Flickr, qui progresse quasiment des fois de 40, 50, 60% chaque année en nombre d'utilisateurs. Donc tous nos algorithmes permettent de corriger, bien sûr, l'augmentation annuelle. Mais là, elle est affichée brute. Donc maintenant, là, vous allez me dire, ça, c'est des données qu'on peut avoir. Sur un musée, on a les entrées, on a des choses comme ça. Maintenant, si je prends un espace, Notre-Dame. Notre-Dame, il n'y a pas de ticket. Il n'y a pas forcément de gens qui comptent le nombre d'entrées. Et puis, ce n'est pas le nombre de ventes de cierges qui va vous dire combien de gens sont venus photographier la façade. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent faire une photo devant, mais qui ne rentrent pas forcément. Donc, comment je peux évaluer des sites comme Notre-Dame ? Ben, je peux regarder ce que les gens disent. Là, par exemple, on a fait le détail des profils. Donc, l'idée, c'est qu'on a rentré en fait 4e arrondissement dans l'application et automatiquement, ça nous sort tout ça. C'est ça l'idée. C'est d'avoir un outil qui centralise en fait qui affiche un rapport en fait avec ces différentes informations sur tous les sites d'une zone. Et même en poussant plus loin, on a eu tout ce qu'on vous a montré tout à l'heure sur la densité, la fameuse matrice. Là, on ne vous a pas refait les liens, mais vous voyez que sur le 4e arrondissement, ça va m'extraire la place des Vosges, l'hôtel de ville, Notre-Dame. On a coupé l'image, mais au-dessus, vous trouvez Beaubourg. Et ça nous extrait aussi tous les ponts d'où on peut photographier Notre-Dame. Regardez les ponts de ce côté-là. Je n'ai pas de densité de photos. Donc on voit bien que tout le sud du 4e arrondissement, tout est orienté vers Notre-Dame. Seulement les ponts où on voit Notre-Dame sont des endroits d'où on poste des photographies. Donc cet outil-là, vous pouvez l'utiliser, là on l'a utilisé sur le 4e arrondissement, mais on vous a montré le monde tout à l'heure, la densité d'informations qu'on avait sur le monde entier. C'est un outil qu'on peut utiliser en fait à différentes échelles pour le monde entier. Et aussi, on peut aussi contraindre toutes les informations. On veut savoir l'information que pour les Allemands ou que pour les hommes, les femmes, les plus de 40 ans. On peut sélectionner des catégories et utiliser tous les outils avec ces catégories-là. Évidemment, il faut prendre quand même des populations, on a un certain nombre d'échantillons. Ça ne marche pas avec toutes les origines, des Rwandais entre 30 et 35 ans qui ont vu 10 fois Paris. Là, c'est sûr que l'échantillon sera beaucoup moins intéressant et beaucoup moins significatif. Une autre application qui a été développée en fait dans le cadre d'un projet de recherche Patrimondi, ça c'est des étudiants qui ont développé ce site web à partir de nos données. Donc ils ont proposé, vous voyez, généralement on nous reproche de faire des choses assez laides et assez difficiles à utiliser. Vous voyez, ils ont proposé un site web, ça c'est des captures du site web, qui est plutôt sympa à utiliser et plutôt facile d'accès. L'idée c'était de voir en fait comment les 5 sites de l'UNESCO sont interconnectés entre 4 sites matériels
Il y a encore le Québec, Tianjin et Marrakech, et quelque chose au patrimoine immatériel qui est le tango. Où là, on n'est plus dans un espace, là, on va être vraiment dans l'analyse des commentaires, comment je vais aller récupérer tout ce qui tourne autour du tango, comment le tango en fait est valorisé en Argentine, et comment le tango porte le tourisme argentin. Donc ce qu'ils nous ont proposé, vous voyez, c'était ça, c'est pareil, hein, l'extraction d'une photo. Donc ça, c'est les temples d'Angkor. Après, de voir les fameuses densités. Mais ce qui intéresse vraiment nos collègues avec qui on travaille sur cette ANR, enfin, qui sont anthropologues, qui sont géographes, c'est les circulations. Donc là, j'ai une carte encore de densité, mais ce coup-ci densité 3D, donc qui est un peu plus agréable à visualiser. Et tout de suite, ça permet après de faire les flux. Comment sont interconnectés mes sites? Généralement, encore, on va toujours présenter la zone des temples comme étant la seule zone intéressante, la seule zone où il y a de l'activité. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a des villages de pêcheurs qui sont au sud. Il y a des villages là qui sont aussi visités, qui servent de nœud pour aller se connecter sur les autres sites des temples d'Angkor. Donc ce n'est pas aussi simple que ce qu'on présente toujours sur comment est visiter un site. Il y a aussi une vie en dehors du site. Et ils nous ont même fait tout ce qui était connexion avec les autres sites de l'UNESCO, les autres sites qu'on a analysés de l'UNESCO. Donc on va retrouver des gens qui parcourent ces différents sites. Là, c'est un exemple sur 5 sites. L'idée de cette ANR, c'est aussi de proposer une analyse d'un peu plus des 1000 sites de l'UNESCO et de voir si on a des gens qui courent après tous les sites de l'UNESCO et comment ça se structure. Est-ce qu'on a des gens qui poursuivent l'UNESCO à travers le monde? Donc j'ai peut-être laissé Jérôme maintenant conclure. Oui, je pense que la présentation est assez dense. On a essayé de faire simple, mais on vous a montré pas mal de choses. J'espère qu'on vous a convaincu que le big data appliqué à ces données Internet, c'est vraiment une nouvelle source de création de valeur. Ça permet vraiment d'extraire de l'information riche, de la catégoriser, de la profiler et de pouvoir donner une information pour faire des plans de stratégie, du marketing, d'utiliser des outils vraiment de haut niveau pour faire de l'étude et de l'analyse d'informations. On vous a présenté ce qu'on savait faire au niveau de nos compétences métiers. C'est vraiment une approche importante, le big data et les compétences métiers. On veut vraiment toujours mixer le côté data science, l'informatique et la connaissance du domaine. Le big data, c'est une approche inductive, c'est-à-dire qu'on fait parler les données, donc il faut maîtriser ce qu'on fait. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Maintenant, j'espère que vous avez apprécié. On aimerait bien échanger avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on aimerait bien discuter avec vous. Oui. Quand vous parliez des 3 V tout à l'heure, où il y avait la valeur de 5 V. Des 5 V. Pardon. Il y avait un V, c'était la valeur. Et comment vous déterminez la valeur du coup d'une donnée? Enfin, c'est la pertinence selon quoi? La valeur de la donnée, c'est plutôt en termes de différentiel. Est-ce qu'elle permet de créer de la valeur pour l'entreprise qui va l'utiliser? Ou pour la région, ou pour un office de tourisme, un hôtel? Est-ce que l'usage de cette information-là va lui permettre de créer de la valeur et d'augmenter son nombre de clients, son chiffre d'affaires, son bénéfice, ou son plan? C'est plutôt un terme de différentiel. D'accord, merci. Oui. Oui, bonjour. Vous parliez de la data, en fait. Là, on est sur quel écosystème? Parce que Instagram, ça fonctionne aussi bien sur téléphone que sur mobile. Du coup, la data, c'est pas la même nature. Est-ce qu'on travaille plus avec du cookie ou sur le mobile? Quelle data comment on extrait cette data-là, du coup? Sous quelle forme? Comment on récupère les données d'Instagram? C'est ça. Les données d'Instagram, c'est du pur mobile. C'est que sur mobile. C'est que sur mobile. Donc l'idée, c'est d'avoir une API qui permet de récupérer ces données-là. Donc Instagram fournit une API qui permet d'interroger une partie des données. Et après, l'idée, c'est de construire ce qu'on appelle des crawlers qui permettent de récupérer
toutes les informations et de les remettre en base de données, de les stocker. D'accord. Donc là, sur tous les exemples que vous nous avez donnés, c'est que de la data mobile, du coup. Ou sur Flickr, c'était aussi... Ah non, Flickr, vous pouvez prendre une photo avec votre appareil photo, la poser après. On retrouve des photos des années 1900. Donc on pensait que c'est une erreur, mais quand on va regarder la photo, c'est des gens qui ont scanné des cartes postales et qui les ont mis au bon endroit dans les villes. Donc on va retrouver, c'est bien de l'info géolocalisée et la date est bien correcte. D'accord. Est-ce que les données sont payantes? Quelles données? Ben, on a développé des interfaces qui permettent d'accéder à ces données-là. Après, la donnée, ça représente un volume, ça représente plusieurs centaines de gigas de données. Donc on ne peut pas les mettre sur une disquette, on peut pas, enfin sur une clé USB, sur un CD, sur... faut un truc plus gros. T'es pas tout jeune, Gaël, hein, là. Ah ouais. Regarde, ils ont compris ce qu'était une disquette. Hein. Donc on peut pas, il faut qu'on développe des interfaces qui permettent d'accéder à ces données-là. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment requêter cette donnée-là. On n'est plus dans l'enquête, on est dans la requête. Donc il faut construire la requête en fonction aussi des applications. Ça ne sert à rien d'accéder à la donnée brute. C'est qu'est-ce que vous voulez faire avec la donnée. Donc on développe ce système pour récupérer les datas, mais ce qu'Inès voulait dire, je pense, c'est est-ce que Instagram va nous demander de l'argent, en fait, juste, pour récupérer ces données à lui? Est-ce qu'Instagram va vendre un jour ces données-là? Probablement. Pour le moment, ils ne les vendent pas et pour le moment, on les récupère. Je pense qu'Instagram, Twitter a vendu ces données. Et il y a énormément d'entreprises, vous trouvez des entreprises aux États-Unis qui récupèrent ces données-là et qui les revendent après. Donc nous, ce n'est pas non plus l'idée. Nous, l'idée, c'est de récupérer ces données-là pour pouvoir développer des algorithmes qui permettent de les exploiter. C'est pas seulement la donnée, enfin, c'est pas la donnée forcément qui nous intéresse, c'est de pouvoir mettre de l'intelligence sur ce type de données-là pour exploiter, pour avoir quelque chose. Juste pour compléter, on est en contact avec ces sociétés, que ce soit Facebook, il y a Microsoft, Google. On est en contact avec eux, ils connaissent nos travaux, on a discuté avec eux, on a même fait une conférence de presse avec TripAdvisor. Donc en aucun cas, il y a un problème avec eux. Chacun travaille en partenariat avec l'autre. C'est peut-être moins vrai pour Airbnb. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si ces données Big Data sont exploitables en temps réel. En gros, en fonction des données, des photos qui ont été prises 5 minutes avant, est-ce que je suis capable de faire prendre un itinéraire à mon quart de japonais différent que celui que j'aurais pris initialement? On aimerait bien, mais pour le moment, c'est pas réalisable. Mais on va commencer une thèse où l'idée, c'est de voir comment on peut avoir une infrastructure qui nous permet d'exploiter ces données-là en temps réel. Pour le moment, le problème, c'est que le temps de crawling et de récupérer sur le monde entier, si vous me demandez maintenant, si on regarde, qu'est-ce qu'il faut faire à Paris, là, maintenant, oui, c'est possible. Si sur le monde entier, par contre, on va accéder à cette information-là, on n'en a pas les moyens technologiques de le faire pour le moment. On n'a pas assez de machines pour faire ça. Si la zone est assez petite, c'est possible, oui. Bonsoir. J'avais une question encore sur la valeur. C'est comment vous avez réussi à créer de la valeur avec ces données-là? Très bonne question. Pour nous, la valeur, on est déjà un laboratoire de recherche. Donc, c'est faire de la publication, c'est se faire connaître nos travaux. Donc ça, c'est une valeur pour l'école, déjà. De montrer qu'il y a des enseignants-chercheurs qui sont à la pointe du domaine du big data. Ça, c'est une valeur importante pour nous. Et puis une deuxième étape qu'on met en place actuellement, c'est une chaire avec l'entreprise Coenco qui, je pense, a mesuré la valeur de nos travaux. Je ne vais pas aller trop loin, mais voilà, donc c'est un partenariat avec cette entreprise pour faire un travail de recherche avec elle. Donc ça fait une deuxième axe de valeur. Il y aura peut-être d'autres pistes à l'avenir, plus sur du consulting et du service autour de ces données-là. C'est une étape qu'on va sans doute prendre dans quelques temps.
Je comprends qu'il y a de la valeur sur le travail qui a été fait par-dessous, sur ces big data, sur l'ensemble des données, mais comment les données qui ressortent ont une valeur intrinsèque? Les données que vous ressortez de cette analyse, c'est-à-dire que sur les cartes c'est intéressant, mais de savoir qu'il y a plus de touristes sur les Champs-Élysées et à Versailles, on s'en doutait un peu. Alors, nous, on n'est pas experts et stratèges du tourisme. On a fait partie de nos études, on a travaillé avec notamment la région Centre, avec le CDT 93, avec l'Office de tourisme de Paris, qui ont travaillé avec nos études pour mettre au point leur plan quadriennal, leur plan quinquennal sur le tourisme. Donc c'est un élément parmi d'autres pour des décideurs, notamment académiques, pour se dire, voilà, on va investir tant d'argent dans cette partie-là de communication, on va plutôt investir dans telle infrastructure. Ces éléments-là, nos études, c'est un élément parmi d'autres. Et notamment la région Centre qui nous a financé une deuxième fois pour travailler sur ces données. Il ne faut pas oublier que les données touristiques, en fait, sont très fractionnées. Il y a différentes strates, il y a différentes couches, et c'est très dur pour un comité régional du tourisme ou départemental d'avoir les données sur tout son territoire. La donnée est tellement morcelée que ça ne fonctionne pas. Alors là, on propose un outil, certes, ce n'est pas des enquêtes, ça ne peut pas être aussi précis, c'est moins qualitatif, mais qui donne une vision d'ensemble du territoire. Et ça, c'est des outils qui n'ont pas. Alors, je vois que vous analysez beaucoup les données expériences touristiques, on va dire, photos, commentaires. Est-ce que vous tendez aussi vers l'analyse des données marchandes? Je parle par exemple d'Airbnb. Est-ce que vous allez analyser les prix, l'offre? Je vais laisser répondre Gaël parce qu'il travaille là-dessus. Oui, l'idée d'Airbnb, là, enfin, le premier crawling qu'on avait fait, on s'était vraiment concentré sur les multipropriétaires. Et là, sur la deuxième version qu'on a fait au mois de janvier, on a récupéré tous les prix sur les 6 prochains mois. Donc ça nous permettra de voir aussi l'évolution des prix dans les différentes zones. Ça, c'est un travail qu'on n'a pas encore... On a récupéré les données, mais on ne les a pas analysées. Ok. Et vous arrivez à croiser entre les sites? Je pense par exemple à analyser les tarifs hôteliers dans une région versus les tarifs Airbnb, par exemple. Oui, on pourrait, puisqu'on avait récupéré aussi les données d'hôtel.com, donc on pourrait croiser des données comme ça aussi. Ouais. 2 secondes pour essayer de finir de répondre à monsieur. C'est qu'on cherche, avec toutes ces datas qu'on traite, à régler ou à imaginer des algorithmes prédictifs qui sont aussi auto-apprenants. Donc en fait, on traite cette grosse masse de données avec la volonté derrière de pouvoir prédire l'avenir, entre guillemets, et en même temps qu'on essaie de prédire l'avenir et qu'on se trompe, on essaye d'apprendre. Et ça, c'est fabuleux parce que c'est l'algo qui le fait lui-même quand il est bien pensé. Donc c'est les axes de R&D sur lesquels notre chaire devrait s'orienter. Bonsoir, je vous remercie pour cette belle démonstration de Big Data sur le secteur du tourisme. Et je me demandais, est-ce que vous prévoyez de concentrer vos travaux aussi sur d'autres secteurs d'activité, par exemple les comportements d'achat sur les produits de grande consommation ou de services qui peuvent être banque, assurance, ou même les comportements des personnes en recherche d'emploi? Je crois que j'ai perdu mon co-présentateur. Une des études sur lesquelles on a été démarché il y a tout récemment, c'est par rapport à une entreprise qui s'appelle L'Oréal, qui est spécialiste en duty free, et qui se pose la question dans des coins assez reculés, notamment d'Amérique du Sud, où il y a très peu d'informations. Et comment elle nous posait la question, est-ce que je peux retrouver de l'information sur mes consommateurs, sur un duty free qui est un peu perdu au milieu de nulle part, à une frontière entre 2 villes d'Amérique du Sud? Est-ce que je peux retrouver de l'information via les réseaux sociaux sur mes consommateurs de ce duty free? Donc on a commencé un petit peu à regarder, j'espère qu'on va continuer, mais typiquement, oui, on peut ouvrir à d'autres domaines, puisque le travail sur Internet, là, des réseaux sociaux, il est beaucoup plus large que le tourisme. On va prendre encore une question, et puis on... Et comment vous voyez l'évolution? Est-ce que ça veut dire que l'enquête va disparaître au profit de la requête, ou est-ce que tous les secteurs peuvent être analysés sous cet angle-là?
Alors, rien ne disparaîtra. L'enquête sera toujours utile. Si je reprends l'exemple de la région centre, on a fait beaucoup d'études, on a repéré des lieux, et l'enquête permet de valider, de se concentrer, de se focaliser, de se dire pourquoi ça. Je prends l'exemple, on avait retrouvé un lieu, château de... Chaque fois j'oublie, Cheverny ou... Je ne retrouverai pas le nom du château. Voilà, enfin un château région centre, et on avait trouvé énormément de Brésiliens. Pourquoi ? Bah, il y a une téléfavelas au Brésil qui se place dans ce château. Donc ils vont le voir. Et pour repérer ça, il fallait aller sur place et poser la question. Donc l'enquête aura toujours un rôle très important dans les études. En fait, on amène de nouvelles questions pour les enquêtes. On ne répond pas à des questions, on amène de nouvelles questions que les gens ne s'étaient pas posées. Donc on retrouve de nouveaux pans du tourisme, de nouvelles pratiques qu'on n'avait pas imaginées avant. On prend une dernière question. Allez. Je pose la question à un de mes étudiants, j'ai peur. En fait, je voulais savoir comment vous gérez le multilingue. Vu que, par exemple, à Barcelone, le bière en espagnol, c'est pas la même chose qu'en anglais, ni en français, peut-être. On a pris les différentes traductions de bière et on a cherché les différentes traductions de bière. Mais du coup, ça veut... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, vous l'avez... C'est vrai que c'est plus facile avec pizza. Pardon ? Pizza, ça marche mieux dans beaucoup de langues. Mais du coup, vous arrivez à récupérer aussi leur nationalité à tous ces gens-là ? Oui, on pourrait récupérer aussi leur nationalité, oui. D'accord. Vous voulez plus rien poster sur Instagram, j'ai l'impression. Vous voulez plus rien poster sur Instagram. Oui, donc question sur, sauriez-vous éclairer des débats récurrents sur le tourisme avec ces données-là, par exemple, sur l'ouverture des magasins le dimanche ? Quand on les ouvre, on les ferme, qu'est-ce que ça change dans le comportement ? Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de répondre à la question. Si, allez, vas-y. On s'est posé la question, en fait, on a regardé les zones touristiques internationales et on a comparé ça, en fait, à la densité de photos. Et bien, sans surprise, il y a quand même certaines zones que je ne citerai pas, où on ne trouve pas de photos faites par des étrangers. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de refaire ça dans 6 mois, et est-ce qu'on va trouver des photos faites par des étrangers ? Mais en l'état actuel, les zones de Beaugrenelle, ces zones-là, on ne trouve pas de photos faites par des étrangers, du tout. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter là pour les questions. On sera toujours là, on va aller avec vous boire un petit coup, je crois. Bon, je crois qu'il m'invite à amener la clôture. Alors, juste 2 mots pour terminer. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites dans la presse, des travaux de recherche de Gaël et Jérôme et de toute l'équipe. Donc, vous en trouverez dans l'expansion, les échos, etc. Je pense qu'on mettra la liste disponible sur le web. Et puis avant de vous libérer pour ce moment de convivialité, juste pour vous préciser que la prochaine conférence Person of Interest a lieu le mardi 12 avril à la même heure et c'est sur le thème cette fois-ci, donc animé par 2 enseignants de l'EMLV, Sylvie Matelli et Bastien Nivet. L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation ? Donc on va vraiment changer de sujet et ça sera probablement aussi passionnant. Merci à vous tous et bonne soirée.